Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant. Il y a plus de 20 ans de ça, en fait, je faisais du foot, comme un petit peu tout le monde, et c'est un sport qui ne me correspondait pas. J'étais un peu plus virulent qu'un enfant normal. Je me suis dirigé vers, à la base, le Shorinji Kempo, donc qui était un vrai art martial. Mais j'avais aussi ce manque de sport de combat. En fait, il y avait tout l'aspect un peu trop martial, des katas, trop académique, de passer devant un jury et tout ça. Donc après, j'ai tout de suite dérivé sur la boxe anglaise, le Muay Thai, le MMA à l'époque. Puis après, le déclencheur, c'était Johnny Frachet, la BTT France, Judo Team. Et ça a été vraiment le déclencheur du MMA. Et là, je vous parle des années 2004-2005. À la sortie des championnats du monde amateur, j'estimais avoir fait le tour parce que j'ai combattu dans plein de disciplines. Ça faisait 10 ans que je combattais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer chez les professionnels. Mais à l'époque, il y avait le 100% fight. Et c'est vrai qu'on ne trouvait pas d'adversaire. On a toujours quelque chose de toute façon dans la MMA à un moment donné qu'on préfère, soit plutôt striker, soit plutôt lutter, et soit plutôt travailler sur le combat au sol, et de se dire tiens, je vais peut-être préférer cette dimension, et pourquoi pas aller chercher ailleurs ce qui me manque pour pouvoir être encore plus performant dans cette dimension-là. Moi je pense que le meilleur conseil que je leur ai donné, c'est celui-là en fait. C'est le sport qu'on affectionne, la dimension qu'on affectionne, l'accentuer et essayer d'aller chercher les détails techniques dans les disciplines. Voilà. Mais sinon, là, aujourd'hui, je pense qu'on est assez compétent maintenant pour enseigner pour commencer par le MMA directement. On est face à un individu qui est prêt à combattre, avec des attributs physiques, taille, poids, en haut de la chaîne alimentaire, black belt en jiu-jitsu, champion déjà en MMA, en boxe thaï aussi. Ça pouvait donner que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire sprint correction. Mais ça fait plaisir. On préfère mettre en avant et se confronter à des gens qui sont... Toi aussi, c'est la même chose dans ta logique martiale. Tu préfères rencontrer des gens qui sont de valeur et ne pas forcément aller dans la facilité. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu m'entraîner avec toi. Si ça peut en plus montrer tes compétences et tes capacités, c'est encore une meilleure chose, quoi. Écoute, je te remercie déjà de l'invitation, je vous remercie. J'ai apprécié parce qu'il y a quand même du répondant, malgré que tu penses le contraire, parce que tu as quand même un jeu parfois qui est imprévisible, donc fallait faire super attention. J'espère pour moi que ce sera peut-être au Bellator, peut-être One Championship, peut-être UFC. On a toujours, quand on fait ces sports-là, quand on s'investit autant, on a toujours envie d'aller chercher le sommet. Et on verra. Moi, ce que je veux, c'est le jour où j'aurai décidé d'arrêter, pouvoir me retourner et me dire j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir ce que je pouvais faire, tout simplement. Et après, il y a la réalité des combats et pour ça, il faut gagner. Donc, bien évidemment, c'est de gagner encore le plus de combats possible. Moi, j'ai pas encore finalisé ce que je devais faire en MMA. Donc, sur mon dernier combat, je suis sorti d'une défaite avec une grave blessure. Ça me tient à cœur de revenir en plus dans une nouvelle catégorie. Je me suis imposé un challenge supplémentaire, c'est-à-dire au jour de la pesée, j'aurais perdu 23 kilos. Je ne pouvais pas m'arrêter sur une défaite ou sur une blessure. Quand tu es tombé à cheval, il faut remonter le plus vite possible. J'en ai pas fini avec le MMA.
Mes débuts professionnels, ils ont tardé un petit peu parce qu'on ne trouvait pas forcément d'adversaire. Et mon entrée en professionnel a été directement pour une ceinture, donc c'était à l'European Beatdown, c'était en 2019, 12 octobre. Donc c'était la ceinture poids lourd directement contre Quentin Domingos. Faut rendre à César ce qui appartient à César, hein, donc c'est Hatch qui m'avait mis sur le coup. J'ai été appelé en short notice à 24 heures de l'événement. J'étais à 95 kilos. Contre un adversaire qui était plus de 120. Ouais. J'ai eu l'honneur de remporter ce combat, donc cette ceinture, et c'est ce qui après a propulsé mon nom et après l'opportunité d'organisation et l'opportunité de combat. Mes débuts pro, ils ont été vraiment, on a été tout de suite dans le vif du sujet. Je suis entouré, donc j'ai mon frère, Xavier Le Scoremi, j'ai Victor Vercher aussi, parce que j'ai des combattants professionnels. J'ai Nika Kobaridze, Mehdi Jawadi qui m'épaule aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand on a un combattant qui est prévu à Rennes, un autre qui est prévu à Saint-Étienne, je délègue. Donc je délègue et on arrive à faire une petite sauce un peu comme ça, mais c'est vrai que ça prend du temps, Je suis pas très exposé, mais par contre je suis peut-être l'un des rares combattants aujourd'hui actuels et actifs qui puisse se targuer de se dire qu'il vit du MMA. Ça, c'est, pas en termes de primes de combat, mais en termes de coaching. Juste pour qu'on ait une idée, t'as combien de combattants? Alors là, j'en ai une trentaine. Ouais, j'en ai une trentaine en comptant amateurs, compétiteurs, plus professionnels. Il faut imaginer, bien sûr, quand il y en a plusieurs en même temps, c'est l'enfer. Les déplacements, la prise en compte des problématiques de dernier moment et tout. Et puis j'ai des combattants aussi qui sont jeunes, donc qu'il faut aiguiller, donc surtout sur les papiers médicaux, il faut passer ton IRM cérébral, c'est un peu des fois être un peu papa poule, hein, il faut être dur aussi.
Il est trop fort. Il est trop fort. Un petit débriefing après cette petite phase de combat. Tu as tourné à la punition en fait. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. On a en face de moi, j'avais Damien Regnilosco, combattant MMA, champion de l'European Beatdown en catégorie lourd. C'est ça. Ceinture noire en JJB. Et grand pratiquant assez méconnu jusqu'à aujourd'hui du circuit français. Mais à l'étranger, je pense que tu es même plus connu qu'en France finalement. Ouais, surtout même un peu plus dans les continents asiatiques. Ouais. Ou, un peu plus. Ouais. Alors tu as été champion du monde de boxe thaï aussi. Ouais, en amateur et après j'ai fait 3e en semi-pro sur la même compétition. Et à l'époque c'était en catégorie de moins de 86 kg. Donc j'ai navigué quasiment dans toutes les catégories et dans toutes les disciplines. Ouais, ça se voit. Hein. Moi pour en témoigner, il n'y a vraiment aucun secteur qui est laissé à l'abandon. Tu crées une incertitude à tous les niveaux, que ce soit sur le striking, la lutte, le sol. C'est très complet. Bah, j'essaye d'être le plus complet possible et avoir un panel technique en fait qui est quand même assez large pour essayer de créer des incertitudes sur chaque phase du combat, que ce soit en boxe, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol et que ce soit même dans les transitions. Et justement, on parlait un petit peu de ton parcours. Tu pourrais nous expliquer justement ce que tu as fait, puisque tu as un parcours qui est très au sens large, tu as touché un peu à tout. Ouais. Tu peux nous dire assez rapidement? Bah, en fait, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 13 ans. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 34. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu une grande pause pour des raisons médicales. Mais sinon, j'ai navigué dans toutes les disciplines, la lutte contact, la boxe anglaise, le muay thai, le kickboxing, le MMA, le pancrace, le kempo, le grappling, le jiu-jitsu brésilien, la lutte livrée. Et il y a vraiment là, depuis 2016, je me suis consacré au MMA avec Xavier Loscoremi qui est mon frère et Shadow Ludo. Donc on s'est vraiment consacré que à ces disciplines. D'accord. Donc au final, là ce qu'on a vu par rapport à la séquence de combat qu'on a fait ensemble, et ce qu'on pourrait voir justement après maintenant, ça serait quelques éléments décortiqués par rapport à ce que tu as fait, qui étaient vraiment efficaces, je peux en témoigner. Donc moi ce que je retiens, c'est qu'il y avait t'avais un spécial, un petit peu de crochetage. Ouais. Tu peux le remontrer? Ouais, il n'y a pas de souci. Donc c'est un crochetage en fait extérieur. Donc le tout pour que ce soit efficace, c'est surtout monopoliser la tension. Alors soit avec les mains hautes ou soit avec les mains basses, peu importe. Je monopolise la tension. Et en fait, pendant que je monopolise la tension, je vais me profiler de 3/4, un peu comme en karaté, cette position-là. À partir du moment où mon pied soit à la même distance, à la même en face de mon autre en face de son autre pied, j'ai juste besoin de faire un pas en avant. Okay, donc je monopolise la tension ici, je me profile. Et en fait, en me profilant, je viens mettre mon pied à la même distance que son pied. À partir de là, je fais semblant de jabber. Okay, j'avance ici. Et là, à partir de là, je vais venir crocheter. Alors moi, je n'aime pas crocheter les deux jambes. Okay, je trouve plus efficace de crocheter la jambe avant. D'accord. Et avec mon bras, de mettre une pression. Donc, je suis ici, hop, je me profile, je jab et j'emmène ici. Ensuite, sur la transition, ce que j'aime faire sur la position, c'est tout de suite rentrer mon genou à l'intérieur. C'est la position que je te parlais, ici, là. Et de monter le plus haut possible. Okay, et là, à partir de là, toutes les combinaisons sont possibles. Je peux frapper, je peux venir étrangler sur mon bras-tête. Je peux venir attaquer la jambe, par exemple ici, en allant chercher la clé de genou. Et ici, on a une multitude de combinaisons à partir de là. Ici. Ce qu'il faut surtout,
c'est que la hanche soit bien engagée. Si je suis en fait trop loin, il aura trop de force. Il va pouvoir me repousser avec ses jambes. Je vais pouvoir te déséquilibrer. Voilà, ici. Ce qu'il faut, c'est de monter. Ouais. Là, j'ai l'impression de faire un grand écart. Exactement. Et là, la mobilité de la hanche, elle est réduite. Et là, je vais pouvoir mettre de l'amplitude sur mes mouvements. Ok ? Donc ça, c'est une position que j'affectionne particulièrement. Et admettons, si je mets beaucoup de frappes, je peux aussi l'aider à donner son dos ici. Et ici, aller chercher des positions, soit finalisées à partir d'ici, ou soit, bien évidemment, aller chercher le dos. Passer sur le triangle de corps, mettre la menotte et frapper ici. Ok. Alors ça, tu l'as fait en situation à vitesse réelle et franchement, c'était très fluide. Ouais. Il y avait une autre technique que tu m'as fait qui était un petit peu comme la planchette japonaise avec l'étranglement qui suit. Alors en fait, donc je suis en attente. Toi, tu viens passer. Voilà, tu pars. Voilà, exactement. Tout de suite. Alors je vais pas mettre mes deux mains en fait à l'intérieur. Je vais toujours mettre une main à l'extérieur, une main. Moi, c'est ma façon de défendre, ok ? Parce que je me sens mieux pour attaquer. Tout de suite, je vais désorienter. Le tout, c'est pas parce que si je recule en fait dans l'axe, lui, s'il marche sur les genoux, il va m'emmener en fait ici à un moment donné, ok ? Donc, ce qui est important là, je fais un arc de cercle. En faisant un arc de cercle ici, je tends son bras, ok ? Je vais chercher la main sous son triceps, je remonte ici, j'attends qu'il puisse remonter. Vas-y, hop, et là tout de suite, je vais l'embarquer avec moi et je garde le coup, ici. Là. Ah, ça étrangle. Tout de suite. Même là, tu mets pas de force, je me sens bien, ça étrangle. Là, tout de suite. Alors le détail, c'est vraiment de rentrer le pouce sous la glotte, ici. Là. Ouais, c'est peut-être pas visible avec les gants, mais là, ici, et ensuite je remonte. Ah, je le sens tout de suite. Juste là. Et j'ai même pas besoin d'aller fermer le menton, c'est une précision sur la guillotine. Juste en dessous de la glotte. Ouais, j'ai bien senti. Je vais même te dire, en vérité, à un moment, j'ai tapé rapidement, c'était la douleur qui était plus forte que l'étranglement, parce que ça c'est ça. appuie sur la glotte. C'est comme un écrasement, c'est plus un écrasement de la glotte. Il doit être effectif à partir du moment où je me lance. Ouais. Voilà, pour pas tu puisses te réorganiser en fait derrière. Bien sûr. T'avais une autre technique. Ouais. C'était peut-être le moment où tu es en position montée. Ouais. Donc on va repartir au sol. Tu tournes le dos et tu pars pour un triangle inversé. Ouais, alors moi je vais. Ouais, alors t'es pas. Je crois que sur la position montée, on était plutôt. T'es en genou poitrine peut-être. Ouais. Soit genou poitrine ici. Voilà. En fin de compte, je vais te forcer. Alors moi, je mets une main ici. Moi, j'essaie de m'extirper. Voilà. En fait, ce qui est important, voilà. Le détail sur le genou poitrine en fait en MMA pour pas qu'il puisse s'extirper. Alors déjà, il y a la loi de la gravité. Ok. Si je me retrouve ici, il n'y a pas de poids. Il faut que je sois ici. Oh oui, voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tout de suite, pour éviter en fait qu'il puisse faire sa sortie de hanche à l'angouste ici, je bloque avec ma main. Ici, je rentre bien le poids ici. Tu sens là? Ouais, je sens. Et je vais mettre ces frappes-là pour le désorganiser. À partir du moment où il y a une protection ici, je pousse la main, je descends et je vais chercher mon triangle inversé. Là. Et là, à partir de là, je peux travailler sur la kimura. Même si je ne l'ai pas bien, je peux même venir frapper ici. Moi, avec mes grands bras, j'ai quand même de l'amplitude ici. Ok? Americana ou tout simplement, j'ai plus qu'à fermer mon triangle. Ok? Tu me l'as passé 2 fois, donc c'est efficace aussi. Hein. C'est ça. Mais après, il faut que ça soit vraiment détaillé. Si le poids du corps il n'est pas effectif sur ton centre du bassin, ça va être compliqué. Ouais, parce que j'aurais pu entre guillemets, partir en crevette. Et c'est cette main en fait qui t'a bloqué. De sortir. Exactement. Et surtout, je peux aussi utiliser mes bras pour peut-être bouger ton genou qui en appuie sur mon. S'il n'y a pas un appui fort. Et puis, si tu veux mettre, tu vois, après, mettre tes 2 mains sur mes genoux, c'est là où moi je vais prendre de l'amplitude et frapper. En fait, j'essaie toujours d'être, quand je suis dans une position forte, d'avoir, comme je disais tout à l'heure, de multiples solutions. Ouais. Si tu as les 2 mains sur mon genou, je frappe. Si tu es bien en protection, je vais pousser ton bras, je vais partir sur une soumission. Ouais. J'essaie toujours de te mettre en échec. Voilà, tout simplement. C'est les automatismes. Exactement. On apprend MMA, justement. Exactement. Et en fait, c'est des systèmes. C'est des systèmes. Chaque position, il faut que j'ai au moins 2-3 variantes. Les règles de la FMMAF stipulent qu'il faut avoir un pantalon, mais pas un jean, pour pénétrer dans la zone où il y a l'octogone. Et on était
au MMA GP. C'est ça. Tu avais un combattant et nous on en avait un aussi. Et au final, moi je pouvais pas le coacher. Et c'est moi qui devais le coacher en plus parce que toujours ce que stipule la FMMAF, il fallait avoir le grade vert et moi je l'avais et pas les autres. Et au final, je pouvais pas y aller à cause d'un pantalon et heureusement que tu étais là, tu m'as sauvé la vie. Enfin, tu as sauvé la vie à tout le monde puisque il fallait avoir un pantalon qui n'était pas un jean et tu m'as prêté ton pantalon. C'est ça. Et j'ai enfilé ton jean. Voilà. Il était bien. Moi aussi. J'aurais bien gardé son jean. Non, mais ça montre sous cette petite anecdote comme ça qui peut paraître drôle, parce qu'on l'a fait quand même au dernier moment, faut voir, juste avant de pénétrer dans. Ça s'est fait en quelques secondes et c'était compliqué. Juste lors de l'échange en fait. Avant que les rideaux ils s'ouvrent, c'était en slip. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez révélateur de l'attitude de quelqu'un. On se connaissait pas à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, waouh, il est vachement sympa ce mec. Vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui te prête son pantalon. Un inconnu vous offre des fleurs. Tu te rappelles la pub? Voilà. Là, en l'occurrence, t'as sauvé la vie un peu, tu vois, à la soirée pour nous, quoi. C'est pour Bruno. Ouais. Et Bruno, en plus, c'est un combattant La Réunion. C'est quelque chose qui te tient à cœur parce que t'as effectivement ta femme. Ta fille qui est de là-bas, et tu as un grand public qui te suit apparemment, puisque le dernier combat que tu as fait, tu étais rentré avec une musique. J'étais, alors c'était au mois d'octobre, donc au Zénith, donc toujours pour Hexagone, et donc j'ai décidé de rentrer sur une musique réunionnaise, donc on appelle, il y a une musique traditionnelle qui s'appelle le Sega. Et du coup, il y avait plein de Réunionnais aussi dans la salle qui ne me connaissaient pas, mais il y avait le gros public aussi de ma belle famille qui était là. Et du coup, tout le monde s'est réuni après dans les tribunes. Ils ont demandé, tu sais, aux agents de sécu, non, s'il vous plaît, on veut le supporter. Et du coup, après, on s'est retrouvés à plus de, je crois qu'on était, enfin, sur la photo finale, on est plus de 150. Enfin, c'était un truc incroyable. C'est toujours de qualité, la chaîne Gong, que ce soit sur les podcasts, que ce soit sur les reportages qui sont faits aussi sur le plein combat. C'est même le média pour moi qui compte et je regarde quasiment tout le temps. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'abonner. Tu vas t'abonner à Gong, on t'a dit ?